Donc, on va repartir un peu en arrière et reparler plus précisément de cette question du religieux. On a vu que l'Arabie Saoudite a pour particularité donc, non seulement d'être un État ancien dont l'origine remonte au XVIIIe siècle à partir d'une formule politique endogène qui est celle d'une alliance du politique et du religieux assez unique en fait dans la région sous cette forme. Et en fait, ça va donner naissance à un État qui est historiquement très particulier dans la manière dont il est gouverné. Puisque, en fait, en Arabie, le pacte fondateur de 1744 est aussi un pacte de partage du pouvoir entre d'abord deux hommes, le Mohammed Ben Saoud et Mohammed Ben Abdel Wahhab, mais aussi deux élites. La première élite, c'est l'élite politique, celle des princes, la famille Saoud. Et la deuxième élite, ce sont les oulémas. Les oulémas étant, en Arabie, les oulémas wahhabites, donc partisans ou disciples de Mohammed Ben Abdel Wahhab, dont ils défendent les thèses, et qui constituent un groupe séparé. Au départ, d'ailleurs, qui appartenait à un certain nombre de familles. Il y avait aussi des liens, vous voyez, de la même manière que l'élite politique, c'était les Saouds, les oulémas appartenaient, dans les 2 premiers siècles de l'Arabie, à certaines familles. La famille de Mohammed Abdel Wahhab elle-même, d'ailleurs, et le moufti actuel d'Arabie Saoudite est un arrière petit-fils de Mohammed Abdel Wahhab. Donc on voit quand même qu'il y a aussi une continuité familiale dans la famille d'Abdel Wahhab. En Arabie, on les appelle les al-sheikh, c'est-à-dire la famille du cheikh. C'est les deux al. Vous savez, s'il y a des gens qui font de l'arabe ici, il y a al avec un mamdouda, et puis il y a le al tout court. Et donc vous avez le al avec le mamdouda qui désigne en fait la dynastie, la famille. Hein, donc al-sheikh, c'est la famille du cheikh. Il y a 2 al quand on l'écrit en français. Et donc c'est la famille d'Abdel Wahhab. Il y avait d'autres grandes familles du âge qui elles-mêmes étaient devenues des familles de spécialistes du religieux, on va dire. Donc il y a une sorte de ce que Nabil Mouline appelait une aristocratie religieuse, en fait, qui s'était constituée autour d'un certain nombre de noyaux familiaux. C'est un peu moins vrai ensuite au XXe siècle, parce qu'à partir des années 50-60, vous avez une démocratisation de l'enseignement religieux, avec les universités islamiques en particulier, qui vont former des spécialistes du religieux qui, pour le coup, appartiennent à des familles qui ne sont pas à l'aristocratie religieuse initiale. Mais donc, vous avez 2 élites qui, chacune, se perçoit comme investie d'une mission et d'une fonction. Et le pacte initial, il est le suivant. Les princes gouvernent, et ils gouvernent avec le soutien des oulémas, mais en même temps en ayant une vraie marge de manœuvre dans la gouvernance. Et en retour, ils s'engagent auprès des oulémas à faire appliquer la norme sociale et religieuse telle que définie par les oulémas sur leur territoire. Et à donner aux oulémas les moyens de faire de la da'wa, c'est-à-dire de propager la doctrine. Donc on a une sorte d'alliance qui est fondée sur une perception sorte d'intérêt mutuel, quoi. Là, les oulémas ont besoin d'un bras politique pour pouvoir faire appliquer leur doctrine, et en retour, les princes ont besoin de la légitimation que leur offrent les oulémas pour gouverner. Mais en retour, vous avez aussi des espaces bien partagés. Et moi, j'ai parfois, pour un peu prendre à rebours l'observateur trop rapide de l'Arabie, parler de sécularisation paradoxale. Parce qu'en fait, on est dans un système qui est, où vous avez au sein des structures du politique une distinction très claire entre les acteurs politiques et les acteurs religieux, et ce qui relève des acteurs politiques et ce qui relève des acteurs religieux. Pour le dire vite, en gros, la politique, c'est pour les princes,
Et la religion et la société, c'est pour les oulémas. Ce qui veut dire que chacun respecte aussi l'autonomie de l'autre, en théorie, dans ce système. Les princes acceptent que ce soit les oulémas qui définissent la manière dont on vit et définissent les normes en vigueur dans la société. Et en retour, les oulémas se remettent à l'autorité des princes pour tout ce qui est politique. Ce qui veut dire que les oulémas, ne s'immiscent pas dans la décision politique en tant que telle. Et la légitime. Alors, la base théorique de tout ça, c'est ce qu'on appelle en arabe la siyasa shar'iyya, c'est-à-dire qui est un domaine du droit musulman, développé en particulier, parce que c'est en tout cas celui qui va former la base de ce sur quoi les Saoudiens s'appuient, c'est Ibn Taymiyyah, qui est un théologien de la fin du XIIIe siècle, qui donc écrit sur la siyasa shar'iyya, c'est-à-dire ce qu'on peut traduire par la siyasa, c'est la politique, et shar'iyya, c'est l'adjectif dérivé de sharia, c'est-à-dire c'est la politique en accord avec la sharia. Okay, c'est ça l'idée. C'est l'idée finalement, la siyasa shar'iyya consiste à voir comment en islam peuvent s'articuler ces deux espaces, l'espace du politique et l'espace du religieux. Ce qui, d'ailleurs, doit nous amener, mais ça c'est un débat long, nous amener à repenser l'idée que il n'y a jamais eu de sécularisation dans le monde musulman, enfin tous ces trucs qu'on entend, c'est pas vrai en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les thèses d'Ibn Taymiyyah sont à peu près au diapason des thèses de saint Thomas d'Aquin, ils écrivent à la même époque sur l'articulation du politique et du religieux. Donc l'idée qu'il y aurait en islam une sorte d'ADN anti-séculier, et que c'est pas le cas chez les chrétiens, tout ça, c'est des trucs à démonter évidemment, quoi. Donc il y a une manière de penser cette articulation, et c'est de ça que les Saoudiens vont se réclamer pour construire ce système politique un peu original. Ça veut dire qu'en fait, vous avez deux élites et deux institutions parallèles, l'institution politique et l'institution religieuse, qui au XXe siècle, au moment de la construction de l'État saoudien dont je parlais tout à l'heure, l'État saoudien moderne, l'institutionnalisation de ce qui au départ reste quand même je veux dire, au départ, au XVIIIe, XIXe siècle, on a très peu d'institutions. On est dans de la politique qui fonctionne selon un mode prémoderne, peu institutionnalisé. Au XXe siècle, ça s'institutionnalise. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'institutionnalisation, en fait, elle va se faire avec un dédoublement de l'autorité. C'est-à-dire que vous avez... c'est comme si vous aviez deux États parallèles, en fait, en Arabie, ou un État bicéphale, avec deux têtes. Une tête politique et une tête religieuse. Et en particulier, alors, chacun a son domaine, donc. Il y a un domaine qui est extrêmement important pour les oulémas et qui relève de leur autorité en Arabie, qui est la justice. Parce que ça fait partie de la norme. Donc, en Arabie, et c'est le cas encore aujourd'hui, les juges sont des oulémas. Il n'y a d'autre droit que le droit religieux. Et ce qui est fascinant en Arabie, et on en parlait Claire à la pause, c'est que en Arabie, le droit n'est pas codifié. C'est le seul pays du monde musulman dont le droit n'est pas codifié. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de code de loi en Arabie. Vous avez... les Saoudiens diront notre constitution, c'est le Coran et la Sunna. Donc, notre loi, c'est la charia. Et comme vous savez peut-être, la charia, en fait, c'est pas un... Enfin, la charia, c'est un concept abstrait. Charia, c'est la loi avec un L majuscule. C'est l'idée qu'il existe une loi divine. Mais en vérité, vous ne trouverez pas la charia dans un livre. La charia, c'est quelque chose vers lequel on tend par l'interprétation des textes. Le fiqh, là pour le coup ça c'est concret, c'est une tentative de s'approcher de la charia par l'interprétation. Et donc les oulémas produisent du fiqh qui doit être une sorte d'actualisation de cette charia qui est d'une certaine manière aussi
inaccessible, enfin, vers laquelle on doit tendre, mais qui est en même temps inaccessible. C'est un idéal, la charia, si vous voulez. Ce que ça veut dire, c'est que concrètement, dans un tribunal saoudien, en droit pénal, par exemple, vous trouvez devant un juge, et le juge, il est censé ne juger que sur le Coran et la Sunna. Ils sont généralement de formation hanbalite, puisqu'on a vu qu'Abdel Wahhab, c'était des gens qui appartenaient à l'école hanbalite. Mais en fait, dans le même temps, Abdel Wahhab insistait sur le fait qu'il ne se sentait pas limité par l'école hanbalite. Il refusait l'idée d'un taqlid, c'est-à-dire d'une imitation de l'école hanbalite. Et donc ça veut dire qu'un juge n'est pas tenu par la jurisprudence, y compris de l'école hanbalite. Ce qui en fait laisse au juge, en Arabie, une certaine marge de manœuvre. Puisque il n'est censé, face à quand un procès, ne juger qu'à travers sa compréhension de l'affaire et les textes sacrés. Alors, c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Parce que, et pourquoi ça n'a jamais changé. Parce qu'en fait, dans le monde musulman, c'était partout comme ça. C'est-à-dire que la codification du droit, c'est une invention venue de l'Europe. Et c'est au XIXe siècle qu'on va codifier dans les différents pays le droit musulman, parce qu'avant, effectivement, le droit n'était pas codifié, puisque la charia, en fait, telle que la comprennent les oulémas, s'oppose à l'idée d'une codification, puisque la codification introduirait de la rigidité là où les oulémas voient de la souplesse. Pour eux, la codification va contre l'idée même de la charia. Mais dans la plupart des pays musulmans, sauf l'Arabie Saoudite, le droit a été codifié pour des raisons de construction de l'État moderne, parce que ça facilite la construction de l'État moderne que de codifier le droit. En Arabie, les oulémas s'y sont toujours opposés aussi, parce que ils ont fait le lien entre l'idée de la codification et la perte de leur pouvoir. Pour les oulémas, si vous codifiez le droit, ça veut dire que vous allez créer un domaine séparé du religieux qui est le droit, et ça veut dire que vous allez pouvoir former des spécialistes du droit qui ne sont pas des spécialistes du religieux. Puisqu'en Arabie Saoudite, pour devenir juge, vous devez d'abord faire un cursus religieux complet. Le juge, le Majlis al-Ala al-Qada, qui est l'endroit où on forme les juges, le Haut Conseil de la justice à l'université de l'Imam, par exemple, Mohamed Ben Saoud à Riyad, c'est une spécialisation qu'on fait à l'issue d'un cursus religieux. Pourquoi ? C'est bien simple, en fait, il faut maîtriser le corpus religieux dans sa totalité pour pouvoir être juge, puisque c'est de l'interprétation religieuse, de la justice. Le risque pour les oulémas, c'est que si le droit devenait un domaine séparé, avec son propre corpus de code, on pourrait imaginer qu'on puisse devenir spécialiste du corpus sans être spécialiste du religieux. En France, c'est comme si pour devenir juriste, il fallait d'abord faire 15 ans de philosophie du droit. C'est ça, en fait, l'idée. Vous faites un cours de philosophie du droit pour devenir juriste, puis le reste, en fait, c'est technique, la formation de juriste en France. Et l'idée, c'est donc les oulémas ont peur que si on codifie, on perde ça et qu'on puisse former des gens qui soient du coup des experts séculiers. Finalement, ça devient une formation séculière. Même si le droit codifié, il est d'inspiration religieuse, c'est pas la question. Une fois qu'il est codifié, on peut créer des gens qui sont des spécialistes, des techniciens, et qui n'ont plus le prérequis de la formation religieuse complète. Donc pour les oulémas, ça veut dire que codifier, ce serait en fait, à terme, les exclure du système judiciaire. Donc ça a été une grande bataille, et les oulémas n'ont jamais perdu en fait cette bataille. On va revenir, le politique a utilisé d'autres techniques, mais ils ne sont jamais revenus. Et les oulémas se sont toujours opposés comme un seul homme à l'idée d'une codification. Codification que les princes voulaient. Et les princes ont cherché à leur imposer, mais ils n'ont jamais réussi. Les princes le voulaient parce que c'est plus simple pour un État moderne d'avoir un droit codifié. L'un des problèmes que vous imaginez, c'est par exemple... ça permet une prévisibilité, la codification, par exemple. Vous savez que face à tel crime, vous avez telle peine, quoi.
En Arabie, il y a une latitude qui est beaucoup plus large, en fait. Puisqu'elle va dépendre de la décision que prend le juge en son âme et conscience, à partir de textes qu'il a le loisir d'interpréter sans être tenu par une jurisprudence, en gros. Donc c'est quand même un système assez particulier. Mais en même temps, c'est sa responsabilité devant Dieu. Il faut imaginer que le juge se voit comme étant responsable devant Dieu. C'est un autre système, qui n'a pas les mêmes... Donc c'est pas pour dire que c'est pas parce qu'il a cette latitude-là qu'il va prendre sa décision à la légère. Il la prend en considérant sa responsabilité devant Dieu. Enfin bref, donc on est dans un système qui fonctionne avec des critères très différents. Les princes ont essayé de codifier parce qu'évidemment, quand vous avez en particulier pensé au domaine économique, aux relations avec des investisseurs étrangers, vous avez un investisseur étranger en Arabie, vous avez un litige commercial et vous vous retrouvez devant un juge religieux qui juge selon des critères que l'investisseur étranger ne comprend pas et avec une complète imprévisibilité du résultat, c'est pas génial pour faire venir des investisseurs étrangers. C'était l'une des raisons c'était une des choses qui embêtait les princes dans cette imprévisibilité du droit non codifié. Donc ça, c'est un domaine effectivement que les oulémas ont réussi à préserver, qui reste leur base. Mais je disais donc, on a quand même une structure qui est à deux têtes. Et l'un des domaines dans lesquels on voit bien se manifester le dédoublement des institutions, historiquement, c'est la police, par exemple, puisque l'Arabie Saoudite est un État où vous avez deux polices qui existent en parallèle et qui relèvent chacune de l'une des autorités. Vous avez la police normale, Shorta, qui relève de l'autorité politique, et vous avez la police dite religieuse, qui s'appelle en arabe Hayat al-Amr bil-Maruf wa Nahy anil Munkar, le comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice, qui, elle, relève des autorités religieuses. Et chacune de ces polices fonctionne selon une logique distincte. La police normale, habituelle, elle fait régner l'ordre politique, sécuritaire. L'autre police, elle fait régner l'ordre moral. Et elle est, d'une certaine manière, cette police religieuse, le bras armé de l'imposition de la norme dans la société. Elle est finalement fondamentale, cette police religieuse, au projet des oulémas. Elle est la garantie, et donc elle est dans le pacte initial, elle est centrale, puisque c'est elle qui permet aux oulémas d'avoir le pouvoir de faire appliquer dans la société ce que eux considèrent comme l'orthodoxie et l'orthopraxie. Donc dans le pacte initial, elle joue un rôle, cette police. Elle est le bras armé de l'institution religieuse dans l'application de la division des tâches que j'ai décrite. Donc c'est un système assez particulier pour ça. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas des confrontations de temps en temps, des conflits de frontières. Parce qu'en fait, vous avez une répartition des tâches entre les princes et les oulémas, mais en fait, à la marge, il peut y avoir des conflits de frontières, évidemment. Il y a des questions qui sont à la marge, et les uns et les autres vont se battre pour les définir. En particulier, il y a un mouvement qui est très clair depuis 40 ans, qui est un mouvement où on voit en fait les princes empiéter sur les prérogatives des oulémas. Et ça, c'est lié aussi au pétrole et au fait que les princes tenant les cordons de la bourse, puisque ce sont eux qui gèrent les revenus pétroliers et les redistribuent en partie aux oulémas, les princes ont pu de fait acquérir une autorité supérieure sur les oulémas qui fait qu'en fait ça a déséquilibré la relation initiale. Ce qui était au départ une idée d'une relation quasiment d'égal à égal entre princes et oulémas, en fait, a, dans les dernières années, penché en faveur des princes, qui ont cherché, autant qu'ils pouvaient, sans remettre en cause les fondements du pacte, à circonscrire l'autorité des oulémas. Avec la décision politique qui, quelquefois, s'immisce dans les prérogatives des oulémas. Avec, quelquefois, des conflits, effectivement, très visibles. Moi, je vais peut-être raconter l'anecdote, je raconte chaque fois. Claire me disait que j'étais là il y a 3 ans et je racontais. Mais je pense qu'elle est assez parlante, cette anecdote. On est en 2005
Et Abdallah est sur le point de devenir roi, est encore prince héritier, et il se fait passer pour un réformateur. C'est classique en fait, que quand les rois saoudiens se font toujours passer pour des réformateurs. C'est pour ça que les gens qui connaissent bien l'histoire de l'Arabie saoudite aussi regardent MBS avec un peu de suspicion, parce que c'est pas très nouveau en fait, le discours de la réforme. Et Abdallah en particulier, on n'était pas très loin après le 11 septembre, il y a eu beaucoup de critiques sur l'Arabie, donc c'était essentiellement en réponse à ça. Et Abdallah avait voulu créer ce qu'il avait appelé un dialogue national entre les différentes communautés religieuses qui habitent en Arabie. Puisque en Arabie, la majorité est sunnite, l'immense majorité est sunnite, et donc nominalement wahhabite. Mais vous avez aussi une minorité chiite en Arabie, qui vit dans un État dont l'islam officiel la considère comme quasi hérétique, ce qui n'est pas très simple pour la minorité chiite. Et elle vit dans l'Est, en plus, dans une région qui est sensible, c'est celle où il y a les puits de pétrole. Et cette minorité chiite, donc, elle avait été associée au dialogue national. L'idée de sortir de l'anathème pour essayer de discuter, de mettre à plat les problèmes entre différentes communautés religieuses en Arabie, etc. C'est le projet d'Abdallah. Et comme geste de bonne volonté, Abdallah avait autorisé les chiites à célébrer Ashura. Donc vous connaissez ce rituel chiite qui célèbre le martyre de Hussein à Karbala en 680. Et donc qui se traduit par des processions de rue assez visibles, où un certain nombre de pratiques, on dit ya Hussein, on se frappe la poitrine, il y a des chants, etc. Et à le célébrer dans les villages chiites de l'Est. Ce qui était complètement nouveau, en Arabie c'était interdit de célébrer Ashura avant. Donc moi je vais voir la célébration parce que j'étais sur place et c'était un peu le truc dont tout le monde parlait. Et vous aviez ce spectacle tout à fait étonnant de chiites qui défilent en procession, protégés par la police, qui les protège de qui? De la police religieuse. Donc la police qui s'interpose entre la police religieuse et les chiites qui sont en procession. C'est intéressant parce que du coup, là, évidemment, la police religieuse, elle suit son logiciel, elle voit des bédards, quoi. Elle voit des gens qui font on voit des gens qui font des choses contraires à l'islam dans la rue, de son point de vue. Elle veut les en empêcher. Mais la police politique, sous l'ordre du souverain, a reçu l'ordre de laisser les chiites manifester. Et donc vous vous retrouvez où là vous avez clairement conflit entre les deux autorités. Vous en avez l'une qui protège les chiites de l'autre. Ça vous montre aussi qu'il y en a une qui est plus forte que l'autre en l'occurrence. Et que donc les princes avaient déjà pris l'ascendant. Ils avaient pris l'ascendant aussi parce que j'ai dit donc il y a des empiètements du politique sur le religieux qui datent déjà des années 70. Par exemple, donc j'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé du système du droit et de la manière dont le droit reste un droit religieux en Arabie et la charia non codifiée. En fait, les princes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de régler le problème? Ils n'ont jamais remis en cause l'idée que c'était les oulémas qui étaient les juges et que donc le système judiciaire est un système religieux, mais ils ont multiplié les commissions judiciaires qui n'ont pas le statut de tribunaux. C'est pas des mahakem, c'est pas de la mahkama. Mahkama, c'est juste pour le tribunal religieux. Donc ça va s'appeler des lijan, par exemple des commissions, lejna au pluriel. Et dans ces commissions, on va juger un certain nombre d'affaires qui relèvent en particulier du domaine économique, en marge du droit religieux, et en particulier quand ça concerne, puisque c'est les problèmes que j'ai pris tout à l'heure, un étranger et un saoudien. Pour régler le problème des investisseurs qui ne veulent pas passer devant un tribunal religieux, puisqu'on n'arrive pas à codifier le droit, on n'arrive pas à régler le problème par la réforme du système, on crée des institutions en marge, et donc des faux tribunaux, qui sont en fait des commissions rattachées aux chambres de commerce, qui n'ont pas le statut de tribunaux, mais devant lesquels, si vous êtes un investisseur et que vous avez un litige avec un Saoudien, vous passez, et là vous êtes jugé selon le droit économique, le droit commercial international en gros, quoi. Donc face à des juges dont vous comprenez comment ils fonctionnent et avec de la prévisibilité. Donc du coup on va créer des loopholes dans le système, quoi, on va contourner le système de temps en temps en multipliant ce type de corps qui viennent supplémenter les tribunaux et qui en fait empiètent sur les prérogatives des tribunaux en soustrayant certaines affaires aux tribunaux et donc en les jugeant selon un droit qui n'est plus le droit religieux. Donc c'est assez intéressant de voir comment ils ont fonctionné. En fait, c'est le système jusqu'en 2015 essentiellement. Prenez par exemple l'éducation. En Arabie,
l'éducation, c'est pareil, elle est soumise aux règles des oulémas, donc elle n'est pas mixte, évidemment. Vous avez des universités pour les hommes, des universités pour les femmes, avec énormément un cursus religieux très fort, y compris dans les domaines non religieux. Et comment on va faire? Puisque le système n'est pas réformable en tant que tel, parce qu'il faudrait s'attaquer à l'autorité des princes et donc remettre en cause le pacte, qu'est-ce que vous faites? Vous créez, c'est ce que les princes vont commencer à faire, des institutions en marge, des exceptions. C'est-à-dire, plutôt que de revoir la règle, vous multipliez les exceptions. En fait, c'est ça la stratégie jusqu'en 2015. Donc, par exemple, le roi Abdallah va créer cette université qui s'appelle KAUST, King Abdallah University for Science and Technology, qui est la première université mixte d'Arabie Saoudite, mais qui a un statut à part, qui ne remet pas en cause la règle, mais qui existe en marge. Et dans laquelle on va faire venir des gens qu'on paye très cher, des scientifiques internationaux avec une éducation beaucoup moins religieuse et de la mixité. Donc, plutôt que puisqu'on ne peut pas changer le système, on crée les exceptions. Donc on a quand même une tendance lourde qui va vers un déséquilibre, si vous voulez, en faveur des princes de l'alliance initiale. Mais sans jamais remettre en cause le pacte. Et sans jamais remettre en cause, au moins sur le plan théorique, le partage des prérogatives et des tâches. Avec Mohammed Ben Salman, là vous avez quelque chose de tout à fait nouveau. Puisque Mohammed Ben Salman, son problème avec les oulémas, il est double. Le vrai problème de Mohammed Ben Salman avec les oulémas, c'est que les oulémas, ils ont trop de pouvoir. Et que lui, il veut créer un État vertical dont il est le chef, et où tout le monde est soumis à son autorité. Donc Mohammed Ben Salman, ce qui l'embête d'abord, c'est que dans le pacte initial, il y a une délégation de souveraineté ou de pouvoir aux oulémas qui ne lui plaît pas. Et donc les oulémas sont d'emblée vus comme des concurrents qu'il faut réduire à son autorité, comme il le fait avec les autres factions royales, et ce que j'ai décrit tout à l'heure. Et puis, la campagne politique de Mohammed Ben Salman, ça on peut dire presque sa campagne électorale, c'était la vision 2030, c'était la modernisation du royaume, c'était la transformation de l'économie, qui devait passer, expliquait-il, par une transformation de la société et des normes sociales, avec un discours qui était essentiellement un discours d'efficacité économique, hein, comme Mohammed Ben Salman disait par exemple, il faut que les femmes travaillent. Il le dit en disant c'est une nécessité économique, elles sont aussi diplômées que les hommes, donc c'est un manque à gagner économique pour l'État saoudien que de former des citoyens, des sujets plutôt, mais qui ensuite sont un poids mort pour l'économie, donc il faut les mettre au travail. Et pour les mettre au travail, il faut créer des conditions qui sont propices à ça, en particulier qu'elles puissent se déplacer, donc il faut que les femmes puissent conduire, etc. En fait, il va justifier tout ça. De cette manière-là, par une forme de rationalité économique. Sur le divertissement, qui est son autre grand truc, hein, vous avez vu, il fait des concerts, etc. Mohammed Ben Salman va créer une autorité générale du divertissement pour organiser des concerts, des festivals, des expos, tout à fait nouveau en Arabie, hein, puisque les wahhabites, vous vous souvenez, considèrent que la musique est haram, donc on part de loin, en effet. Et là aussi, il va dire la même chose. Mohammed Ben Salman, il va dire c'est une nécessité économique parce que les Saoudiens dépensent leur argent à l'étranger pour se divertir, et c'est un manque à gagner pour l'économie saoudienne. Si les Saoudiens partent en Europe ou à Dubaï, etc., en fait, donc on doit créer une industrie nationale du divertissement pour que les Saoudiens n'aient pas besoin de partir à l'étranger et que l'argent reste dans l'économie saoudienne. Donc, c'est des arguments comme ça, en fait, qu'il va employer. Mais d'emblée, effectivement, ce projet-là, qui est un peu donc, son projet phare, qui va aussi, on l'a vu, hein, justifier sa prise de pouvoir, puisque c'est ça aussi qui est très ambigu avec Ben Salman, c'est qu'il y a des aspects probablement vertueux dans le projet, mais évidemment, tout ça est quand même sous-tendu par une volonté de puissance et d'accaparement du pouvoir. Évidemment, là encore, ça c'est un projet qui le met directement en confrontation avec les oulémas, puisque ça implique de remettre en cause des choses qui jusque-là étaient de leur autorité. Et donc tout le projet, en fait, depuis 2015-2016, il va consister à mettre les oulémas à soumettre leur autorité. Il y a une décision qui est absolument cruciale, qui passe à l'époque un peu inaperçue. En avril 2016,
Mohammed Ben Salman fait passer un décret qui retire à la police religieuse l'autorisation de procéder à des arrestations. En fait, il lui retire sa qualité de police. Parce que jusque-là, la police religieuse arrête. J'ai été arrêté par la police religieuse une fois, on se retrouve... J'étais avec une romancière saoudienne, et on prenait un café dans un restaurant, dans la section famille, puisque donc en Arabie Saoudite, dans les restaurants, vous avez les hommes et les familles. Nous, on était en section famille, mais évidemment, on n'était pas de la même famille. Et puis il y a une descente de la police religieuse, et on s'est fait arrêter. On a passé... Bon, c'était pas trop méchant, parce que... je pense qu'elle avait des bonnes connexions, en fait, elle. Et moi, j'étais étranger, donc on a quand même passé 6 ou 7 heures au poste, et on a dû signer à la fin un papier s'engageant à ne plus jamais refaire, en garantissant qu'on avait compris que ce qu'on avait fait était mal, et qu'on s'engageait à ne plus jamais recommencer. Mais voilà, on était arrêtés, et bon, et quand on n'avait pas les connexions, là, elle avait un peu de connexion, donc ça avait aidé, et puis j'étais étranger, mais si vous étiez un pauvre Saoudien sans connexion, si on avait été 2 Bédouins, on aurait probablement passé un mauvais quart d'heure. Donc là, en 2016, la police religieuse n'a plus le droit de procéder à des arrestations. C'est-à-dire qu'en fait, on leur a coupé leur capacité coercitive. Ce qui veut dire que la police religieuse, du coup, n'est plus une police, elle est limitée à... elle peut donner des conseils. Et vous avez des vidéos sur YouTube qui circulent, qui sont absolument hallucinantes, où vous avez des femmes en particulier qui se filment, vous avez des gars de la police religieuse qui viennent les voir pour leur dire « Ma sœur, ton voile est mal mis », et elles les insultent, en disant « Dégage, t'es qui, toi ?» etc. Parce qu'effectivement, ils n'ont plus la possibilité de réagir. Donc c'est très humiliant aussi pour eux. Il faut imaginer parce que là, ils étaient hyper respectés et craints, et brusquement, ils sont... Donc aujourd'hui, ils ne peuvent... S'ils doivent procéder à des arrestations, ils doivent les transmettre à la police. Ils ne peuvent pas eux-mêmes procéder aux arrestations. Donc ça, c'est une décision cruciale, parce qu'en fait, elle remet en cause le pacte. Ce que je vous disais tout à l'heure, la police religieuse, dès lors qu'elle est le bras des oulémas pour faire appliquer la norme, dans le pacte initial qui consistait à dire les oulémas ont le contrôle de la société, les princes, celui du politique, là, ça retire de facto aux oulémas le contrôle de la société ou la capacité à l'exercer. D'autant que Mohammed Ben Salman va plus loin, en fait, puisque par ces mesures au nom de la vision 2030, que ce soit sur le droit des femmes à conduire ou sur le divertissement, il empiète sur la définition de la norme. C'est-à-dire que lui remet en cause l'autorité exclusive des oulémas sur la définition de la manière de vivre en société. Il prend... Et il impose une autre rationalité qui est la rationalité économique et la rationalité religieuse en disant non, désolé, à partir de maintenant, on va faire comme ça. Et vous n'avez pas d'autre choix que de vous y soumettre. Donc vous avez un clergé qui est aujourd'hui vraiment sur la défensive en Arabie, en fait. Hein, qui est, alors, les oulémas... alors l'idée, c'est pas, attention, faut bien préciser, l'idée de Mohammed Ben Salman, c'est pas de se débarrasser du clergé. Ben Salman a compris que c'était quand même très utile d'avoir des oulémas qui vous légitiment. C'est, je veux dire, ce serait idiot de se priver de cette légitimation religieuse. Ce que Mohammed Ben Salman essaye de faire, c'est de transformer le clergé saoudien en un équivalent du clergé du grand moufti d'Égypte ou des clergés à la solde des pouvoirs dans les autres pays arabes. Dans tous les pays arabes, vous avez généralement un clergé avec un grand moufti et des gars qui sont nommés par le président et qui, en fait, servent essentiellement à... valider religieusement les décisions du politique sans avoir leur mot à dire. Et c'est dans une certaine mesure le rôle d'Al-Azhar en Égypte, même si Al-Azhar a des petits moments de rébellion parce que c'est quand même une grosse institution. Bon, l'idée donc c'est d'avoir un clergé soumis en fait. Et ce qui l'embête, c'est que le clergé en Arabie, c'était le seul clergé du monde arabe qui n'était pas un clergé soumis. C'est un clergé qui avait des prérogatives et une autorité propre. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de le soumettre. La réaction, elle va dépendre. Alors, dans un premier, les plus officiels parmi les clergés saoudiens, ceux qui occupent des positions de pouvoir dans le système religieux, pour la plupart, pour le moment, ont baissé la tête, considérant que, d'abord, Mohammed Ben Salman fait peur, hein, tout le monde a peur de lui. 2, ils considèrent que malgré tout, là encore, ils ont intériorisé l'idée de l'obéissance aux politiques à un point tel qu'aujourd'hui, en fait, ils sont plus capables de faire de l'opposition. Donc ils sont en train de manger leur chapeau ou leur égal, hein, c'est le tronc qu'on met sur la tête. Donc ils mangent leur égal, mais ils n'en pensent pas moins, mais ils ne font rien. Aussi parce que chez les Wahhabites, il y a l'idée de ce modèle qui a 300 ans a quand même construit très largement l'idée de ce qu'on peut...
le clergé doit soutenir le politique. Et le politique a une marge de manœuvre. Mais effectivement, là, c'est quand même assez brutal comme remise en cause du pacte. Et puis, il y a un clergé dissident en Arabie, et je vais essayer de faire ça en 5 minutes, ça va être long, mais je ne vais pas le faire trop longtemps. J'ai écrit un livre sur ça, donc. Il y a un clergé dissident en Arabie qui sont tous ces oulémas qui ont été formés par les universités religieuses, qui généralement n'ont pas de position officielle, qui ne sont pas intégrés directement aux hautes sphères du pouvoir religieux, mais qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont un peu des self-made man, qui ont fait leur carrière en se faisant connaître par leurs prêches, diffusés sur les réseaux sociaux, sur les chaînes satellitaires. Vous avez tout un milieu, ce qu'on appelle des da'iyat, des prédicateurs, qui, de fait, n'occupent pas nécessairement et souvent pas une position officielle dans le clergé, qui sont un peu en marge, mais qui en même temps sont souvent très populaires. En particulier sur Twitter, il y en a qui ont 15-20 millions de followers sur Twitter, c'est pas rien. Les trois principaux, les trois plus gros comptes du monde arabe, sur Twitter, c'est 3 oulémas saoudiens et 3 oulémas saoudiens de ce clergé dissident, donc c'est pas rien. Et eux, si vous voulez, étant pas intégrés directement à l'establishment, ils ont une liberté de parole supérieure. D'autant que pour la plupart, en fait, ils appartiennent à une mouvance dont je ne vais pas retracer toutes les origines, mais qui est plus politique que la mouvance officielle en Arabie. Ils ont souvent subi, à travers aussi le système éducatif saoudien, qui lui-même a employé beaucoup de frères musulmans, ils ont subi l'influence des frères musulmans, donc ils ont un discours qui est plus volontiers critique du politique, ils ont intégré un certain nombre de choses de l'islam politique dans leur discours, ce qui explique aussi pourquoi ils sont si populaires, parce qu'ils sont plus au diapason de ce discours qu'on voit partout ailleurs, dans les autres pays, qui est celui des frères musulmans, qui est celui des cheikhs de l'islam politique, etc. Et donc, eux, dès le départ, en fait, ont été vus comme l'ennemi par Mohammed Ben Salman. Et ils ont été réprimés avec de manière impitoyable. Ils ont été identifiés comme l'ennemi et ils sont, pour la plupart, aujourd'hui, en prison. Donc, si vous voulez, le pouvoir a fait la différence entre les oulémas les plus intégrés aux hautes sphères sur lesquelles on pouvait faire pression, et ces gars-là qui étaient plus indépendants, avec lesquels la seule solution, c'était de les mettre en prison. En les accusant, et c'est intéressant, d'être des agents du Qatar, puisqu'aujourd'hui, être un agent du Qatar, ça veut dire que vous êtes en Arabie, c'est passible de... Donc on va utiliser la crise qatari pour accuser tous ces oulémas un peu dissidents d'être des agents d'une puissance étrangère. Et puis on va les accuser d'être des frères musulmans, et comme le royaume, en 2014, a classé les frères musulmans comme organisation terroriste, ça permet d'accuser tous les dissidents d'être des terroristes. Et puis Mohammed Ben Salman n'aimant pas beaucoup la dissidence en général, une fois que vous avez utilisé ça pour les oulémas dissidents, vous l'utilisez pour tout le monde en fait, puisque Loujain El Hazloul, que vous avez vu, qui est cette femme qui a milité pour le droit à conduire et qui est en procès cette semaine-ci, qui a été arrêtée très ironiquement 1 mois avant l'autorisation du droit des femmes à conduire. C'était la grande militante historique du mouvement et elle est aujourd'hui jugée. Elle est accusée d'être agente du Qatar aussi. Donc ça sert un peu à tout. Dès que vous avez un ennemi, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Donc quand on veut mettre un opposant en prison, on l'accuse d'être agent du Qatar. Et si on peut, d'être un frère musulman. Pour le général Hazloul, ça va être compliqué de dire qu'elle fait partie des frères musulmans. Mais agent du Qatar, c'est bien, ça sert aussi. Donc on a aujourd'hui une sorte d'épuration massive dans le clergé, de tout le clergé un peu dissident ou indépendant, et puis la promotion d'un clergé, ce clergé officiel qui mange son chapeau jusqu'au bout, ou qui boit le calice jusqu'à la lie, avec aussi une technique qui consiste à promouvoir de nouvelles figures. Il y en a un, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, qui est le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, qui est venu donner une conférence à Paris il y a 2 ans, qui tient un discours alors absolument hallucinant, est venu qui fait le tour du monde pour expliquer que en gros il est Charlie, quoi. Enfin, c'est à peu près le discours qu'il est venu tenir à Paris il y a 2 ans, quoi. Donc effectivement vous avez une nouvelle figure. Alors c'est très intéressant parce qu'ils jouent beaucoup sur ça, les Saoudiens. Il y a aussi un volet étranger dans l'affaire, c'est-à-dire qu'en fait on joue beaucoup sur cette idée de tolérance religieuse, hein. Ils font ce que font les Émiriens depuis longtemps, hein.
J'ai un collègue qui avait écrit un article qui était plutôt bien nommé, qui s'appelait de la tolérance religieuse au service de l'intolérance politique. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire on joue beaucoup, en particulier face aux Occidentaux. Alors on reçoit un dignitaire religieux libanais, chrétien, à Riyad. Le Mohamed Al-Aissa, donc secrétaire général de l'Église islamique mondiale, et il va en Europe. Dès qu'il va dans une ville, le premier endroit où il va, c'est à la synagogue pour montrer, etc. Donc il y a toute une mise en scène de ça. Là encore, pour s'adresser aux Occidentaux et légitimer les nouvelles orientations du pouvoir avec les Occidentaux. Mais effectivement, on a changé d'époque et de logiciel. Avec un clergé qui quand même l'a assez mauvaise, mais pour le moment baisse la tête. Donc on est là encore, pour terminer sur ça, on a aussi une transformation assez radicale au niveau du religieux. Et de fait, ça a des effets. Hein. C'est pas que de la com. Hein. Sur la société, ça joue. On a une société, de fait, où vous avez des chanteuses libanaises qui viennent donner des concerts à Riyad, des concerts mixtes. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant pour quelqu'un qui connaît l'Arabie Saoudite depuis des décennies. Voilà. Je vais m'arrêter ici, du coup. Merci pour cette intervention. On va donc maintenant passer à une séance de questions. Est-ce que quelqu'un... Merci pour votre intervention. Donc vous avez un peu parlé de cette différenciation, le fait que l'alliance entre la famille Saoud et le wahhabisme soit quelque part sur un déclin, quelque part, qu'elle soit fragilisée en tout cas, et en tout cas en faveur de la famille Saoud. Et je voulais vous demander si, d'après vous, par exemple, toutes ces exceptions qui sont faites, comme l'université Kaost ou choses comme ça, qui finalement sont aussi dans une stratégie d'attirer un peu du savoir-faire international, la technologie internationale, des financements internationaux, etc., etc. Est-ce que c'est pas un glissement en fait de l'alliance entre les Saouds et le wahhabisme vers un glissement d'une alliance entre les Saouds et des partenaires internationaux qui, pour le coup, permettent beaucoup plus à cette famille d'amener à terme leur vision 2030, etc. Ou en fait ou plutôt du coup, un autre penchant, la scission entre le wahhabisme et les Saouds est complètement impensable et ils ne peuvent pas gouverner sans cette alliance même fragilisée. En fait, le jeu du pouvoir, ça a toujours été d'avoir les deux. C'est-à-dire, c'était d'un côté l'alliance avec les partenaires internationaux et notamment les Américains, et de l'autre, l'alliance en interne avec les wahhabites. En fait, ce système, il fonctionnait sur ces deux alliances qui étaient peut-être contradictoires en apparence, mais qui en fait relevaient de deux logiques différentes, puisque le politique relevait des princes, et c'était les princes qui étaient en charge des alliances, donc les religieux se soumettaient à la décision des princes, mais ça tenait tant que les princes laissaient aux oulémas ce qu'eux considéraient comme étant leur domaine, c'est-à-dire la société. Donc la nouveauté, effectivement, c'est que là, les princes s'immiscent dans la gestion de la société. Et effectivement, vont chercher l'appui des partenaires internationaux pour le faire. Alors, c'est aussi lié aux dynamiques liées à la personne de Mohammed Ben Salman lui-même. Mohammed Ben Salman, il est encore en train de consolider son pouvoir. C'est ça aussi qu'il faut bien voir, c'est qu'en Arabie Saoudite, on est encore dans une phase de transition. On est dans la construction d'un régime. Et Mohammed Ben Salman, il avait besoin de l'assentiment des Occidentaux pour y arriver, parce que, en particulier les Américains, quand même, qui entretiennent des liens étroits avec le royaume et qui, quand même, ont suffisamment d'influence pour arriver à avoir leur mot à dire dans la politique saoudienne. Ce qui inquiétait Mohammed Ben Salman, par exemple, c'est qu'il a un concurrent sérieux au sein de la famille royale, qui est aussi de sa génération, qui est Mohammed Ben Nayef, qui était le vice-ministre de l'Intérieur depuis le milieu des années 2000, un gars très apprécié, en particulier par les Américains, parce qu'il était en charge du contre-terrorisme, et c'est lui qui porte le crédit des succès relatifs, mais assez réels de l'Arabie Saoudite dans sa lutte contre le mouvement djihadiste, en tout cas sur son territoire. L'Arabie Saoudite, il y a relativement peu il y a eu quelques attentats au début des années 2000, mais il y a quand même eu relativement peu d'attaques terroristes, et les services saoudiens collaborent très volontiers avec les Occidentaux sur à peu près tout sur cette lutte-là. Donc l'idée aussi de jouer ça, c'était plus de jouer Mohammed Ben Salman
contre Mohamed Ben Naïef. Il fallait convaincre les Occidentaux que Mohamed Ben Salman était un meilleur candidat que celui qu'ils connaissaient, qui était l'autre. L'autre, il le connaissait bien. Donc du coup, c'est vrai qu'on a aujourd'hui un pouvoir qui penche du côté de l'alliance avec les Occidentaux dans ce sens-là, qui en a besoin, qui, effectivement, dans cette idée de développement économique aussi, de transformation du modèle économique, a besoin d'investisseurs, donc joue beaucoup cette carte-là, au détriment de l'alliance avec les Wahhabites, qui aujourd'hui est malmenée. Et de fait, je pense que le pouvoir, je l'ai dit, n'a pas d'ambition de la mettre un terme. Il a besoin d'avoir des oulémas toujours prêts à soutenir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée, c'est leur crédibilité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une perte de crédibilité massive, en fait, des oulémas. Et tout le monde rigole en Arabie. Je veux dire, vous prenez le même cheikh qui, en 2013, vous fait un grand discours pour vous expliquer que les femmes n'ont pas le droit de conduire. Et le même, en fait, vous le mettez la même vidéo 4 ans après, et il vous dit strictement l'inverse. Avec la même conviction. Il suffit de faire une vidéo où vous mettez ces deux trucs, vous vous dites, en fait, c'est qui ces gars? Quelle crédibilité ils ont? Et le fait d'effectivement leur avoir fait manger leur chapeau, c'est aussi de leur avoir fait, les avoir obligés à défendre tout et son contraire sur quelques années. Et donc je pense qu'effectivement l'autorité des oulémas en Arabie, elle est sérieusement écornée, quoi. Donc c'est ça le problème, c'est pas tant qu'il va trouver toujours des gars qui seront prêts à jouer le jeu chez les oulémas et donc à faire ce qu'on attend d'eux. Mais la question, c'est de savoir quelle crédibilité ces gens-là auront. En fait, l'alliance, c'est plutôt c'est pas tant la remise en cause de l'alliance en soi que de l'efficacité de l'alliance, de qu'est-ce qu'elle produit en termes de légitimation. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça qui est plutôt inquiétant. C'est plutôt la question de l'efficacité de l'alliance. Et de fait, voilà, à trop affaiblir les oulémas, on affaiblit leur capacité à légitimer le pouvoir. Et on en a besoin. Non, mais il y a un truc qui est fascinant, juste une remarque. Je ne sais pas si vous parlez d'Ibn Khaldoun et de la théorie de l'Arsabiyya et de la Da'wa. Je ne sais pas, vous avez fait ça un peu, non? Pour ceux qui connaissent Ibn Khaldoun, Ibn Khaldoun, c'est un savant du XIVe siècle qui expliquait, qui avait construit une théorie à l'époque. On dit quelquefois que c'est le premier sociologue, non seulement du monde arabe, mais du monde, en fait. Il fait de la sociologie avant l'existence de la sociologie, Ibn Khaldoun. Et toute la problématique d'Ibn Khaldoun, c'est comment se construisent les États et pourquoi les États s'effondrent. Il essaye de regarder dans l'histoire, et en particulier dans l'histoire islamique, des schémas qui expliquent pourquoi les États naissent et pourquoi ils s'effondrent. Et en gros, pour synthétiser Ibn Khaldoun en 30 secondes, il dit qu'il y a 2 éléments qui comptent, en fait. Il faut que l'État soit organisé autour d'un groupe fort, qui possède un esprit de corps. C'est souvent un groupe de tribal ou une famille, et donc qui possède une asabiyya, c'est-à-dire un esprit de corps. Et il faut que cette asabiyya, elle se dote de ce qu'il appelle une da'wa, c'est-à-dire d'une idéologie ou d'un message. Il faut qu'elle ait quelque chose qui, à la fois, permette d'allier la cohésion du groupe et sa prétention à l'universalité à travers un message. En Arabie Saoudite, on était dans un état typiquement khaldounien. Vous aviez l'Arasabiyya, c'est-à-dire l'esprit de corps, c'est la famille Saoud, qui était un peu le ciment du régime politique. Et puis, vous aviez le message, l'idéologie, la da'wa, qui était le wahhabisme, qui permettait justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, de justifier l'autorité au-delà du groupe. Et donc d'unifier en particulier une société tribale extrêmement fragmentée. Et en fait, aujourd'hui, Mohamed Ben Salman est en train de mettre à bas les 2 éléments qu'Ibn Khaldoun considère comme étant ce qui fait la force des États et leur évite de s'effondrer. Il est en train de mettre à bas l'Asabiyya des Saouds, en détruisant systématiquement tout ce que son grand-père avait construit pour essayer de maintenir cette cohésion et cet esprit de corps au sein de la famille. Et en plus, il est en train d'affaiblir la da'wa, c'est-à-dire le message. Donc aujourd'hui, en fait, il lance un défi à Ibn Khaldoun d'une certaine manière. On va voir si, si un État peut survivre sans ce qui, chez Ibn Khaldoun, était censé faire, était censé être la base de sa force, parce qu'il remet en cause l'un et l'autre. Voilà, pour les Khaldouniens de là. Il y a un très bon livre d'Hamid Bozarslan, notre collègue, si ça vous intéresse. Il s'appelle Le luxe et la domination sur Ibn Khaldoun et sur les théories d'Ibn Khaldoun. Et il essaye de réfléchir sur Ibn Khaldoun et à partir de la philosophie aussi occidentale et de mettre en conversation les philosophes et les philosophes du politique en Occident et Ibn Khaldoun. C'est plutôt bien fait. Je vous le recommande. Le luxe et la domination, Hamid Bozarslan.
Merci pour votre réponse. Je voulais également vous poser une question qui concerne plutôt, dans un registre un peu différent, plutôt le système bancaire et financier en Arabie Saoudite. Est-ce que les banques saoudiennes, mais également les banques étrangères, ont-elles l'obligation de pratiquer la finance islamique? Alors, pas du tout. Ce qui est fascinant en Arabie, absolument fascinant, c'est que les Saoudiens ont été les derniers à autoriser la finance islamique. Le problème quand vous avez la finance islamique qui arrive dans les années 70, c'est que si vous acceptez la finance islamique, ce que ça veut dire, c'est qu'en acceptant la finance islamique, vous reconnaissez implicitement que jusqu'ici, la finance n'était pas islamique. Donc du coup, ça vous met dans une situation un peu embarrassante. Vous vous rendez compte que brusquement, en fait, vous utilisez un système bancaire qui lui-même, en fait, était donc en théorie contraire à l'islam, puisque désormais il y a une finance islamique. Et donc, ce que les Saoudiens ont fait d'abord, c'est qu'ils ont mis la tête dans le sable. Ils ont dit, la finance islamique, ça n'existe pas. Et ils ont évacué la question. Et ça n'est qu'à partir des années 80 que les Saoudiens ont petit à petit autorisé l'ouverture des banques islamiques en Arabie. Mais aujourd'hui, elle existe en concurrence avec d'autres. Et ils ont vraiment. Et le pouvoir politique a toujours essayé de cacher, d'essayer de limiter la discussion autour de la finance islamique, précisément pour ça. Parce que ça vous met en porte-à-faux, évidemment. S'il y a une finance islamique, ça veut dire que l'autre finance ne l'est pas. Et donc, du coup, il y a des banques islamiques en Arabie, hein, il y a la finance islamique, mais pas massivement. C'est pas massif. Et c'est un thème qu'on évite d'aborder parce que justement, ça voudrait dire que ça remettrait en cause plein de choses. Je vous remercie. On va peut-être passer à une dernière question. Je ne sais pas, il est quelle heure? Midi. Dernière question pour Tom. Il faut juste rappeler pour ceux qui ne savent pas que la finance islamique est une création des années 60-70. Ça n'existe pas avant. Enfin, le modèle tel qu'il est né, il est un produit de l'islamisation. Mais qu'avant, évidemment, ça n'a pas de sens à l'époque de la création de l'État saoudien, la finance islamique. Donc voilà, pour remettre le contexte. Vous avez dit qu'il y avait une mise au pas du religieux par le politique, donc progressive. Est-ce que vous pensez que la société saoudienne était plus épanouie donc avant Mohammed Ben Salman, quand il y avait un pouvoir politique on va dire moins fort, moins autoritaire, mais une pression religieuse plus forte, plutôt qu'aujourd'hui où la pression religieuse, entre guillemets, a un peu faibli, mais on a un pouvoir politique plus fort et donc un homme d'État plus craint? Sur la société, ça dépend vraiment qui vous êtes, quoi. C'est-à-dire, moi, à peu près, tous mes amis qui sont des intellectuels en Arabie, aujourd'hui, ils sont en prison ou en exil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne fait pas bon d'être un intellectuel en Arabie. Si vous êtes un jeune qui voulez juste vous éclater, c'est plus rigolo maintenant. On peut plus s'éclater maintenant, si vous voulez. Si ce qui vous intéresse dans la vie, c'est d'aller au concert c'est bien. Effectivement, il y a ça maintenant. Si vous êtes plutôt intéressé par le débat et que vous utilisez votre compte Twitter pour poser des questions, réfléchir, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on n'a plus le droit. Aujourd'hui, on est obligé d'être dans la ligne, à un point hallucinant. Moi, j'ai un ami qui a un compte Twitter, le pauvre, il a 3000 followers, il a été convoqué par la police parce qu'ils lui ont dit « Pourquoi t'as rien écrit sur le Qatar ?» Je sais pas, le gars, il s'intéresse à la culture, c'est plutôt quelqu'un qui est qui est un littéraire, quoi. Donc il pose des trucs sur la littérature arabe, etc. Il leur répond « Mais moi, ça parle pas de ça, mon compte Twitter. » « Oui, mais c'est bizarre, tu n'as rien écrit sur le Qatar. Qu'est-ce que tu penses vraiment du Qatar ?» Et il dit « Mais attendez, j'ai 3000 followers, enfin mon compte Twitter n'a aucune importance, pourquoi vous venez me... » Il a quand même passé 6 heures à la police, quoi, avant de ressortir, pour devoir s'expliquer sur pourquoi il n'avait pas dit que le Qatar était méchant. Donc quand même, on atteint un degré où, voilà, même aujourd'hui, vous pouvez, même un intellectuel qui essaye d'éviter d'entrer dans ces sujets-là, on vous laisse pas tranquille. Donc voilà, donc l'idée c'est ça, tout dépend quel jeune saoudien vous êtes. Et vous allez très bien le voir en fait quand on parlait avec les jeunes saoudiens, quoi. Le jeune saoudien qui lui, voilà, pense pas du tout à la politique, pense plutôt à s'éclater, il trouve plutôt que c'est plus sympa maintenant. Le saoudien un peu conscient politiquement, etc., trouve que c'est une catastrophe absolue et n'a qu'une envie, c'est de partir du pays. Donc, bon, c'est le modèle émirien. Hein, parce que on l'a pas dit, mais ce que Ben Salman fait, c'est qu'il est en train d'importer ce que les Émirats ont fait depuis 10 ans. C'est-à-dire, on remplace la politique par la consommation, en gros. On remplace le marché des idées par le marché tout court. Donc, aux Émirats, c'est une société orwellienne, c'est 1984, vous êtes tracé depuis le moment où vous entrez dans le pays et si vous avez le malheur de dire le moindre demi-truc, vous passez 10 ans en prison. Par contre, vous pouvez aller en boîte, faire du ski même, parce qu'il y a des pistes de ski chauffées aux Émirats. Donc on est dans ce modèle-là, si vous voulez, qui est un modèle finalement
ou dont l'Arabie n'est pas seule en fait, hein, parce que c'est finalement qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la Chine, il y a tout un modèle de la dictature néolibérale. Qu'est-ce que Mohamed Ben Salman essaye de faire? Et effectivement, si on dépolitise la population, c'est-à-dire et qu'on remplace le débat politique par le marché, la consommation et le divertissement, ça peut marcher. Le problème peut-être de l'Arabie, c'est que je ne suis pas sûr qu'elle ait les moyens de faire ça. C'est-à-dire que ça marche aux Émirats, parce que c'était relativement riche, où les gens ont suffisamment d'argent pour s'éclater. Qu'en Arabie, assez rapidement, le problème va se poser de c'est bien, on peut s'éclater, mais en fait, on n'a plus de sous pour s'éclater. Donc là, ça va devenir plus compliqué. Merci de votre présentation. Donc on va clore cette séance là-dessus.